Bonjour à tous, bienvenue sur France Maghreb 2, c'est parti en ce vendredi 11 février pour le best-of, les meilleurs moments de cette émission, le grand forum de 16h à 18h, puisque le grand forum, en l'occurrence, a pris quelques jours de congé et dès la semaine prochaine, vous retrouverez entre lundi et vendredi prochain Tarek Mami qui prendra la relève pour vous donner la parole, amis auditrices, auditeurs. Pour l'heure, on est en plein cœur de ce best-of en ce vendredi après-midi. On va parler de plein de choses, de débats qu'on a eu à faire dans cette émission, mais aussi d'invités qu'on a eu à recevoir, et notamment les Gilets jaunes, David Libenski et Fawzi Lelouch. Ce fut très animé, vous retrouverez cela évidemment dans le best-of. C'est parti, le best-of c'est jusque 18h et c'est sur France Maghreb 2 bien sûr. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Roux. Le Grand Forum. À la télé malienne, on a pu entendre ceci hier. Je propose d'écouter cet extrait très rapide à propos de l'ambassadeur de France. Lundi 31 janvier 2022, l'ambassadeur de France à Bamako, son Excellence Joël Meyer, a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, qui lui a été notifié la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. Cette mesure fait suite aux propos hostiles et outragés du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères tenu récemment. Oui, c'était tenu dans une interview, effectivement, les propos de Jean-Yves Le Drian, c'est ce que, évidemment, le Mali reproche à la France, et donc elle a donné 72 heures pour que l'ambassadeur de France quitte le territoire malien. Est-ce qu'il s'agit là, pour le coup, d'une humiliation à la veille, qui plus est, d'un sommet important, Europe-Afrique d'ailleurs, qui aura lieu, je crois, dans les tout prochains jours. Pierre-Henri, oui. Sur ce sujet, la France a-t-elle été humiliée là pour le coup, et comment doit réagir Emmanuel Macron là? Oui, alors moi je voudrais rappeler d'abord ce qu'est le Mali aujourd'hui. C'est 20 millions d'habitants, c'est une fécondité non maîtrisée, c'est une espérance de vie à 58 ans, c'est un analphabétisme qui concerne 60% de la population, et on a des militaires qui viennent au pouvoir et qui se lancent dans une véritable fuite en avant, et au mépris de ces engagements souhaitent maintenant conserver le pouvoir pendant des années, 5 ans. Et les voilà qui mettent en demeure la France, qui est venue à l'appel du Mali en 2013. Je vous rappelle quand même comment ça s'est passé. Le président malien a appelé le président français à l'époque et lui a demandé dans ces termes, à peu près dans ces termes, bon, qu'est-ce que vous faites là? Parce que si vous n'intervenez pas dans les heures qui viennent, demain à midi, je suis mort. Il faut rappeler qu'il y avait une colonne de djihadistes, les talibans du Sahel, comme je les appelle, qui descendaient sur Bamako, sur leur mobilette et armés de Kalachnikov jusqu'aux dents. C'est à la demande du Mali que la France est allée là-bas, et pour assurer la sécurité non seulement des Maliens, mais aussi de l'Europe. Bon, aujourd'hui, ce pouvoir illégitime, comme le dit très bien le président de la République, veut dicter sa loi, fait appel à un groupe de mercenaires qui s'appelle Wagner, qui est d'essence russe, et qui viennent au Mali. Pourquoi faire? Pour mettre la main, évidemment, sur les ressources du Mali, qui sont de la bauxite, de l'or, du fer, du nickel, de l'uranium et du lithium. Et moi, ce qui me désole dans cette affaire, c'est que le pays le plus pauvre au monde, et une fois de plus, est en train de prendre sa population en otage. C'est ça qui est terrible. Donc, ceux qui parlent d'humiliation parce qu'on se trouve en campagne présidentielle, mais je vais vous dire, il faut laisser, hélas, la junte malienne vivre avec le groupe Wagner pendant 15 jours, 3 semaines, et puis on va en reparler de la situation. C'est absolument... c'est un regard très franco-français quand même. Mais comment ça, c'est un regard très franco-français? Bah on oui, va quand même pas applaudir un chef militaire non, mais qui moi, fait... j'aime pas l'ingérence déjà. Qui fait, mais il y
dire, mais l'ingérence, mais enfin, c'est au Mali de décider. Il y a un processus démocratique qui a été brisé par des militaires qui viennent au pouvoir, qui sont corrompus comme jamais. La population malienne est pour les militaires. Elle le dit ces derniers temps. Elle le dit. Une partie de la population malienne. Ils vivent la pauvreté. Les présidents successifs travaillaient pour les intérêts de la France et non pas du Mali. La seule chose qu'ils ont, c'est d'avoir ce rêve de partir en Europe. La plupart des personnes qui peuvent partir du Mali meurent sur le chemin justement de l'exil. Ceux qui restent n'ont rien. Donc entre rien et les militaires qui vont sauver justement une paix, parce qu'aujourd'hui ce qu'ils veulent c'est une paix, c'est de pouvoir aller faire leurs courses tranquillement, de pas se faire kidnapper, de pas se faire tuer, c'est ça qu'ils demandent. Alors j'ai envie de dire qu'en Afrique, malheureusement, et ça fait très mal de le dire, il y a souvent des coups d'État, il y a souvent des putschs militaires. Malheureusement ce n'est pas nouveau, et justement Christophe, tu as dit qu'il y en avait un aujourd'hui. En Guinée-Bissau là, voilà. Actuellement, c'est donc, ce qu'on nous signale. Aujourd'hui, même les Maliens disent laissez-nous. Et de toute façon, à un moment donné, ils vont nous dire venez nous aider quand il y aura un besoin. Je suis d'accord avec toi, Pierre. Mais d'un autre côté, il faut aussi qu'ils reprennent leur histoire en main et qu'ils aient de l'expérience. Alors, quand les Français venaient, le colonialisme, l'histoire africaine, l'indépendance, etc., maintenant, il y a cette phase justement de réappropriation et puis, justement, faire les choses. Alors, on accueille Abdel qui est avec nous avant de laisser aussi parler Karim, qui a certainement beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Abdel, bonsoir. Bonsoir. Moi, ça me fait toujours rire, c'est toujours la même musique. Oui, on va là-bas pour le terrorisme, on sait très bien qu'on protège nos hommes de paille qui signent des contrats facilement avec nous, et on protège les dictateurs, et quand ils nous appellent, c'est pour protéger son fauteuil et sa famille, et surtout pas son peuple, et on y va. Par contre, il y a une chose... C'est pas faux, Abdel, oui, c'est pas faux. Excuse-moi, voilà. Mais c'est pas faux. Oui. Moi, il y a une chose qui m'a toujours trotté dans la tête. Je me dis, mais pourquoi des islamistes voudraient venir, parce qu'on va là-bas pour protéger, soi-disant, la France, pourquoi des islamistes voudraient traverser la Méditerranée pour aller en France où il n'y a rien, ça existe que des chômeurs et pas de matières premières, alors qu'ils ont l'Algérie à côté d'eux, un pays extrêmement riche, avec du pétrole, du diamant, de l'or. Non, mais l'Algérie fait le nécessaire. L'Algérie est médiateur, pour le coup, derrière. Oui. Non, je précise Abdel que l'Algérie a un rôle de médiateur justement entre les militaires en place et le reste du monde. Moi, je suis terroriste, Christophe. Ouais. Pourquoi je vais venir en France? Parce que c'est ce qu'on nous dit. Pourquoi je vais traverser la Méditerranée pour venir dans un pays où il y a des chômeurs, où il n'y a pas de matières premières, alors que j'ai un pays à côté de moi qui s'appelle l'Algérie, où il y a tout, il y a de l'or, c'est là où je vais m'enrichir. En fait, j'arrive pas à comprendre. Karim, tu peux répondre à Abdel peut-être pour l'aider à comprendre. Alors déjà, je voudrais dire une chose, c'est qu'il y a de nombreux Algériens qui tentent de fuir l'Algérie par la Méditerranée, et hélas, ça fait. Après, pourquoi les terroristes iraient plus en Algérie qu'ailleurs? Pour moi, le sujet n'est pas là. Tout d'abord, la présence russe en Afrique est très 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 vieille. Non, c'est pas ça. Vous m'avez pas compris. On nous dit que la France est partie là-bas pour protéger la France des terroristes qui pourraient venir éventuellement. Aussi, oui. Et je me dis pourquoi le terrorisme viendrait dans un pays où il n'y a rien. Alors, officiellement, elle est là-bas. C'est une arrière-base. Pour les empêcher de s'organiser et de monter des forces et des structures qui demain pourraient agir partout dans le monde. Donc c'est la réalité. Avant la crise en Libye et l'intervention en Libye, la Libye faisait barrage au terrorisme et notamment à Al-Qaïda qui pouvait pas mettre un pied en Afrique. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est juste les empêcher d'avoir une base arrière. On doit Kadhafi, ça. C'est à quelques heures de vol de l'Europe, tout simplement. Maintenant, c'est compliqué parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez d'un côté la France face à la Russie notamment, ou à d'autres pays. Vous oubliez aussi la Chine qui est extrêmement présente en Afrique. Et le problème aujourd'hui, c'est que la France, c'est l'ancienne puissance coloniale, donc il y a cet aspect-là. Il y a la division de l'Europe face à l'Afrique, puisque l'Allemagne n'est pas d'accord, par exemple, avec la France sur ce qu'il faut faire, comment faire, tout simplement. Et en face de ça, alors, c'est pas un problème le fait que ce soit une société Wagner privée. Vous avez la même chose, les Britanniques, et puis vous avez la même chose aux États-Unis. Et d'ailleurs, les propriétaires, les actionnaires de la société Wagner ne sont pas tous russes. Je tiens à vous le préciser. Ce qu'il faut absolument dans cette situation, c'est qu'on empêche une structure terroriste de pouvoir se réorganiser ou s'organiser
j'ai envie de vous dire, quelque part dans le monde. C'est ça qui est important. Et qui mieux que les militaires, peut-être, pour protéger le pays, non? Je sais pas, je pose une question. Les Russes sont des militaires aussi. Hein, oui, non, mais les militaires maliens qui auront pris le pouvoir voilà. C'est un peu des mercenaires quand même. Oui, ce sont des militaires. Ce sont des professionnels de la guerre. Voilà. Merci Abdel en tout cas pour ta question. Pierre, qu'est-ce qu'il y a? Oui, dire que les militaires maliens vont protéger le peuple malien aujourd'hui contre les assauts des terroristes, c'est une aimable plaisanterie. Ça, c'est dans ton salon que tu vois ça, depuis ton salon. Parce que en réalité, d'abord, ils sont pas assez suffisamment armés. D'autre part, l'argent qui devrait servir à l'entretien éventuel des troupes est détourné de sa destination. On a vu, par exemple, le coup d'État qui s'est déroulé en Guinée il y a un mois, pas celui qui serait en cours aujourd'hui. Oui. En l'occurrence, à quoi est-il dû? Tout simplement au massacre de 59 gendarmes dans une unité qui a été laissée livrée à elle-même dans le nord du Burkina. Et quand je dis livrée à elle-même, elle n'avait pas même de quoi se nourrir. Voilà, donc c'est sur fond de corruption, d'incompétence, voilà. Et puis, on peut pas, il faut savoir aussi ce que l'on veut, où on soutient des processus démocratiques en Afrique, et on se dit que les Africains ont quand même le droit à la démocratie, et ou alors on dit bah ouais. Non, mais Pierre, tu es naïf, je crois. Ah oui. Non mais la France comme d'autres pays n'ont jamais soutenu des dictateurs pour leurs propres intérêts. Mais attends, il y a des processus historiques qui font que les choses évoluent, mon cher Christophe. Tout n'est pas fixe et la France n'a jamais dans le marbre de conservatisme. Il faut évoluer. D'abord, l'armée malienne ne va pas défendre les Maliens. L'armée, le gouvernement ou ceux qui sont à la tête de ce pays aujourd'hui veulent remplacer l'armée française par les soldats de la société russe. Mais voilà, mais clairement, ils vont pas eux-mêmes protéger, comme tu l'as dit. Faut vraiment être naïf pour croire qu'ils en ont la capacité et les moyens. C'est juste un remplacement d'une force locale par une autre force locale. Et c'est l'échiquier international qui est en train de se jouer entre les Russes, les Chinois et l'Europe divisée. Et je dis bien, et l'Europe divisée qui n'arrive pas à parler sur l'Afrique de manière... De la même voie. Maintenant, je le redis, la présence russe en Afrique n'est pas nouvelle, mais vraiment de loin. Oui. On a un auditeur qui est avec nous, dont je ne me rappelle plus le prénom. Pardon. Bonsoir, monsieur. Fauzi Mehdi, pardon. Bonsoir Mehdi. Bonsoir, on t'écoute mon Mehdi. Bonsoir à tous. Bonsoir. La présence de la Russie au Mali aujourd'hui, je pense que ça arrange les intérêts de l'Algérie. Parce que derrière, on sait qu'on a un problème avec le Sahara occidental. Et qu'on sait très très bien que la Russie et l'Algérie sont liés très très bien même. Et que le fait que d'avoir la Russie à ses frontières... même du sud du Sahara, stratégiquement, ça protège quelque part sa frontière. Le fait d'avoir leur présence là-bas ne fait que aérien, d'accord, par ces avions de chasse. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la Russie, au jour d'aujourd'hui, on nous dit que c'est le méchant petit garçon, mais on n'en sait rien. Tous les jours, depuis notre tendre jeunesse, on nous a bassiné avec les films. Les Russes, ce sont les méchants. Bah oui, et les Américains sont les gentils. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a prouvé le contraire, que les gens qui sont en train de mourir dans tous ces pays où il y a des guerres, soi-disant les Américains qui sont la plus grande puissance mondiale, ne sont pas en train d'empêcher les crimes contre l'humanité dans le monde. Bon. Donc le fait qu'aujourd'hui la Russie, vous nous dites que la Russie c'est le méchant petit garçon, je me pose des questions. Il faudrait vraiment réfléchir à ça. Peut-être que ça va rééquilibrer la balance, et le fait que d'avoir vraiment les Russes bien installés, même les Chinois aussi, et même n'importe quelle autre puissance mondiale, ça va rééquilibrer, et qu'aujourd'hui l'Europe, je dis bien l'Europe, aujourd'hui est assise avec un grand A
sur l'Afrique et elle fait ce qu'elle veut. Et aujourd'hui, c'est terminé. On a commencé déjà par la Syrie. C'est fini la France. On a commencé déjà par la Syrie. On avait commencé par la Libye. On a voulu finir par la Syrie. Et aujourd'hui, les Russes sont en train de rééquilibrer tout ça. Toute cette hagara qui est en train de se passer par tous ces pays qui, soi-disant, sont en train de protéger les peuples. Alors que c'est pas vrai. Un rééquilibrage, c'est ce que nous dit Mehdi, changement d'alliés, de stratégie. Non, voilà. C'est pas un Merci Mehdi. C'est pas un rééquilibrage. Historiquement, la Russie a été présente. Non mais d'accord, mais elle prend l'Algérie, plus de place. non mais elle était présente surtout en Afrique, le côté est de l'Afrique. Maintenant, les intérêts, comme pour les Chinois, la Chine aussi très présente dans l'est de l'Afrique. Maintenant, l'intérêt se déporte de l'autre côté tout simplement. Après. Il n'y a pas de méchants et de gentils dans ça. Il y a un intérêt purement économique et financier. Sinon, personne, pour le plaisir ou la gentillesse ou la liberté des peuples à vivre, ne s'intéresserait à ça et n'irait. Ne dire que les Russes, sont là-bas parce qu'il faut défendre et lutter contre le traité. Non, on le sait tous. Il y a des intérêts économiques pour tout le monde. Le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est de dire, est-ce qu'on laisse un terreau de développement, je vous rappelle quand même, il y a quand même eu des années noires en Algérie et que l'Algérie a été aussi sacrément victime du terrorisme, sans même parler d'arriver en France. Karim, faut le dire, bien seul. Et bien seul à l'époque. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui ont été kidnappés, assassinés dans le Sahara algérien. Il y avait une tentative, il y a eu une prise d'otage d'intégristes d'une raffinerie de pétrole où l'Algérie a répondu très clairement par les armes pour laisser, je dirais, aucun doute à la situation et aux opportunités de renouveler ça. Ce qui est clair, c'est que il faut vraiment prendre le sujet au sérieux parce que le terrorisme, aujourd'hui, une fois qu'il est structuré, il peut frapper n'importe où, et ça, on le sait. Et moi, j'ai toujours en tête, vous savez, la prise de parole de Dominique de Villepin. D'ailleurs, je regrette que cette personne-là n'ait pas fait de carrière politique parce que il a été très bien à l'époque de la première guerre du Golfe où il est intervenu en disant deuxième guerre du Golfe, pardon. Enfin, oui. C'est pas la première. Vous avez raison. La première c'est les années 90, mais la deuxième qui a été, on va dire, celle qui a tout déclenché en plus derrière de manière plus rapide. 2003. Quand il a dit, on n'a rien à y faire là-bas et on a beaucoup de doutes sur les raisons d'intervenir. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Pro. Le Grand Forum. On accueille notre ami Sully Seyfil qui est avec nous. Comment ça va Sully? Bienvenue très bien, encore une fois sur France Maghreb 2. Alors qui est Sully Seyfil? Artiste, un rappeur bien entendu, qu'on écoutera des extraits de quelques grands morceaux, donc notamment Je voulais. Et, un pote aussi, un pote surtout. Ouais, et un créateur de mode aussi. Absolument. Alors, Sully, présente-toi un petit peu aux auditrices, aux auditeurs de France Maghreb 2. Ouais, je me considère comme un artiste, dans le sens où je suis un passionné de la culture hip-hop, et donc j'ai développé mon art à travers cette culture principalement, mais pas que. Donc effectivement, je suis un peu un touche-à-tout dans la culture hip-hop, c'est-à-dire que j'ai commencé par la danse, j'ai appris à danser à un petit jeune à l'époque qui avait 11 ans de moins que moi. Aujourd'hui, ce petit jeune a créé une école qui s'appelle le Juste Debout et un gros concours de danse international. Donc, je suis assez fier aussi d'avoir donné un peu la passion à d'autres qui sont aujourd'hui des grands messieurs, on va dire, dans cette culture. J'ai continué après la danse, j'ai évolué dans la musique. J'ai eu la chance de collaborer avec des artistes importants de la scène hip-hop française, c'est-à-dire des groupes comme NTM. J'ai eu la chance de faire un morceau qui s'appelle That's My People pour le groupe NTM, pour le solo de Cool Chain. Donc je suis assez content aussi de ce morceau parce que c'est vrai qu'il est il représente bien le rap français en fait, tout simplement. J'ai aussi par la suite, toujours passionné par la musique, par les fringues et autres, j'ai créé ma marque de fringues qui s'appelait Royal Wear à l'époque, en 98. Qui est toujours porté par des clandestins. C'est déjà ça, ouais. C'est déjà ça, tant que ça tient chaud à des personnes, ça me va très bien. Et donc, j'ai développé cette marque qui a eu un véritable succès. Il semble que je sois le premier rappeur, entre guillemets, à avoir créé sa marque de fringues.
Donc là aussi, ça a créé aussi voilà, j'ai engagé des petits jeunes de la même façon qui aujourd'hui, dans la communication, par exemple, je pense à Omax, qui a des grosses boîtes de communication, il travaille avec les plus gros artistes, il a ses murs et son couvert de disques de platine. Et pareil, c'était un petit que j'ai formé. Là aussi, je suis très content de pouvoir passer cette culture comme ça, l'avoir traversé les générations. Et j'ai sorti mon single aussi en 2001 qui s'appelait Je voulais. Ouais, gros succès. Hein. Gros succès qui a tourné pas mal d'ailleurs sur les radios de rap, c'était Rock et compagnie. Hein. Ouais, effectivement. Et puis on y a lié un clip. Dans ce clip, effectivement, il y avait une petite jeune qui était comédienne à qui j'ai demandé de faire des voix sur le morceau dans un premier temps. Et il se trouve que cette petite comédienne qui était inconnue du grand public, qui passait à la télé pour la première fois à travers mon clip, il se trouve qu'aujourd'hui, elle s'appelle Audrey Fleurot et que c'est une artiste, une actrice des plus bankable du cinéma français aujourd'hui. Donc c'est marrant, tous ces chemins qui se croisent et ce que deviennent les gens. Donc ça fait partie de ce que je suis en train de développer aujourd'hui, c'est-à-dire je fais un film documentaire sur ce parcours atypique d'un jeune fan de la culture hip-hop qui aime la danse, la musique et autres. Donc aujourd'hui, pour tout dire, je bosse sur la réalisation de ce film documentaire avec toutes les images d'archives que j'ai conservées. Donc il y a des passages complètement Ça va sortir au ciné ? Franchement, pour moi, c'est pour les plateformes. Dans un premier temps, tu vois, aujourd'hui, on est à l'ère des plateformes. Ouais, Netflix, ou bien Prime, Amazon, enfin, je sais pas, tu vois. On va en discuter une fois que je préfère avancer bien sur le contenu avant d'aller démarcher les diffuseurs. Donc, j'en suis là. Et puis, voilà. Puis, je développe aussi une marque qui s'appelle Rock the Street, parce que j'estime avoir ambiancé la rue pendant toute ma vie. Grâce à ma musique, grâce aux fringues que j'ai fait porter aux gens, que j'ai vendues aux gens, grâce à tout plein de choses. Si tu pouvais relooker Tarek, ça m'arrangerait, hein. Ouais, Tarek, il a du flow. Il est déjà venu me voir plein de fois à la boutique en plus. Ouais, non, tu peux le relooker un peu. Il a composé, messieurs, peut-être l'un des plus beaux morceaux de rap français. On est d'accord, non ? Moi, ça me va. Ouais. C'est un sample de Chopin avec le groupe Nique ta mère dessus, donc c'est un mélange que je trouve aussi original, quoi. Ah, les amateurs de rap, là, pour le coup, ne peuvent évidemment pas me contredire. N'est-ce pas, Nabil ? Moi je suis là, je me tais, j'écoute. De construire des riffs qui soient compétitifs, pouvoir faire de la musique tout en gardant mon éthique, faire du fric sans jamais tâcher l'image de ma clique. C'est fou mais c'est comme ça, je me nourris ça, j'ai besoin de ça, mon équilibre dépend de ça. Quel flow, ce Cool Chain, incroyable. En tout cas, l'un des plus grands morceaux de rap français que tu as composé. T'en es fier de celui-là, hein, celui. Ouais, carrément. Il y a de quoi, Enfin, franchement, ouais. Alors, le projet documentaire, qu'est-ce qu'on va y retrouver dedans ? Donc, tes images d'archives, de ta vie, de ton parcours. Absolument, des images de vie, effectivement, avant que le téléphone portable arrive et qu'il soit démocratisé pour tous. Donc, effectivement, j'avais toujours une caméra et du coup, j'ai pu filmer les moments de ma vie importants, les moments difficiles aussi. Donc, j'ai fait filmer les hauts comme les bas, ce qui fait qu'il y a un vrai relief de vie et c'est pas juste une belle histoire, un conte de fées, machin, parce que la vie, c'est pas un conte de fées, en tout cas pour très peu de personnes, j'imagine. Donc, voilà, c'est le plus authentique possible, y voir les moments de joie et les moments de galère. Voilà, il va y avoir ça, il va y avoir des rencontres avec, par exemple, Snoop Doggy Dogg qui était venu me voir dans mes bureaux. On a passé une après-midi à fumer des spliffs et tout. Donc, tu as vu, c'était vraiment très très cool. Quand tu dis que tu es avec le mec qui fumait des spliffs avec Tupac, tu te dis, elle est pas mal la journée quand même. Ouais. Et puis qui kiffe tellement le fait d'être avec toi, qui se met à dire, tu sais quoi, je passe derrière le micro, je te fais un morceau et tout. Donc, le mec, il m'a fait un morceau. Voilà, exclusivité que je ferai découvrir aussi dans ce film documentaire. Et puis, je vais aussi faire la bande originale, la bande son. Et puis, je ferai un album à travers cette bande-son. Parallèlement, il y a un album qui se prépare. Absolument. D'accord. Un album solo ou avec des featuring ? Comme c'est en cours, tout peut arriver. Hein. Ouais. Moi, comme j'aime bien effectivement collaborer, tout peut arriver. Peut-être avec Tarek Sassi, qui sait ? Bah ouais. Pourquoi pas. Justement. Moi, ce que je peux dire sur ce Lysophile, parce que c'est un personnage de la rue, malgré les hauts qu'il a, c'est vrai, c'est quelqu'un qui est toujours resté humble, accessible, qui te parle, qui écoute même la critique, et c'est pas quelqu'un qui, par rapport à certains rappeurs, la seule fois est-ce que j'ai rencontré Booba, c'était en 2004 au Midem, il pétait déjà plus haut que son cul alors qu'on le connaissait pas. Ce Lysophile, ce qui est bien, c'est que quand même il a fait un rappel, il a eu une marque Royal Wear, je te disais que c'est porté par les clandos parce que c'est descendu jusqu'en Afrique, c'est allé partout Royal Wear. Tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui a fait son temps, vraiment. Et j'espère qu'un jour, il y aura une nouvelle collection, beaucoup plus à jour, parce que Royal Wear, on en a tous porté quand on était jeune. Et malgré ça, ce qu'il y a, et on va dire, il reste humble, il reste proche, et puis pour moi, il fait partie de ce rap
proche des gens. Moi, je l'ai connu, le premier morceau sur lequel je l'ai connu, c'était sur la compilation Police. J'étais en 3e à l'époque. C'était... je fais partie de la jeunesse déteste. Que les keufs détestent. Que les keufs détestent, qui est toujours d'actualité, même si il y a de plus en plus, bien sûr, de dérive aussi du côté des jeunes, mais après bon, on peut pas ne pas soutenir aussi les policiers qui sont abandonnés des fois par le pouvoir, mais pour moi c'est un morceau qui reste d'actualité parce que les dérives existent, les bavures on en a eu plein pendant le confinement et malheureusement on va dire presque 26 ans après on est toujours au même stade et Sully, c'est quelqu'un qui, excuse-moi l'expression, n'a jamais tourné le talon et a toujours porté ses couilles quand ses amis rappeurs avaient des embrouilles. La fameuse embrouille de Bustaflex avec... Je sais pas si j'ai le droit de donner le nom de l'équipe. Ah, mais je t'en prie. Express D, avec un rappeur qui vous avait abandonné. Lone, qui était sur M6 à l'époque. Qui est parti sur M6 pour faire des trucs. Pour quelqu'un qui aime pas le rap. Mais je connais très bien le rap. J'ai même fait du rap. Ouais. Mais ouais, t'avais fait du rap. J'ai même fait du rap. Tu nous ramènes des bandes. J'essaierai de retrouver des trucs. Ouais. Et ce qui m'a déçu, en fait, c'est tout le business, c'est tout le plafond de verre qu'il y a. La série. Alors, je sais pas ce que t'en penses, mais la série validée pour moi, elle est à vomir. Je l'ai pas vu. Franchement, si tu la regardes et toi qui connais très très bien le business, je partage pas du tout le constat de ta je pense que tu vas vomir. Arrête, le passage de Rof, alors là, le passage de Rof, putain, c'est de l'eau bénite pour Canal+ et Bolloré. Alors, Sully, justement, ton regard un petit peu sur la scène rap français du moment là. Moi, ce que j'apprécie, c'est que la musique, elle est vachement dansante aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. Elle n'était pas aussi dansante. Et aujourd'hui, elle l'est systématiquement, c'est par rapport au single qui sort. Maintenant, ce que je déplorerais un peu, c'est qu'elle est le reflet, le rap aujourd'hui, il est un peu le reflet de la société. Pour moi, il est un peu victime de cette société parce que le gouvernement sont censés être les parents du peuple, tu vois. On a un gouvernement qui fait n'importe quoi. Donc, comment tu veux que les gamins, ils marchent droit, tu vois. Donc, pour moi, ce n'est que le reflet des parents, le reflet de la société, le reflet du gouvernement qui fait que tout part en couille en fait, et ça donne plus aucun espoir, plus aucune envie. Donc qu'est-ce que vous voulez que les jeunes aient envie d'aller dans... Mais Sully, bouge pas Tarek, bouge pas Sully, on revient dans un instant. On va tenter d'en savoir plus sur ce documentaire là qui est en préparation. Quand est-ce qu'il va arriver sur Netflix, sur les plateformes? Restez avec nous, c'est Sully qui est avec nous sur France Maghreb 2. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. France Maghreb 2 en mode rap avec Sully Sefil qui est avec nous sur France Maghreb 2, accompagné de Tarek Sassi et de Nabil Sama qui sont avec nous. Alors ce projet donc de ce documentaire qui va sortir, c'est prévu pour quand celui? Attends, j'aimerais terminer sur ce que je disais par rapport au rap actuel parce que c'est important. Le rap actuel. Pour moi de c'est dire. la question, ton regard. Non, je te disais effectivement, moi, j'aime aussi, pour moi, tout ça, c'est aussi comme si tu vas au vidéoclub. Le vidéoclub, ça n'existe plus, mais maintenant, tu vas sur Netflix, tu vois. Ça, c'est à l'ancienne, les vidéoclubs. Ouais, mais c'est pas grave, moi, je suis un ancien, donc je parle avec ce que je connais. Maintenant, je suis sur Netflix, mais quoi qu'il arrive, ça existait. Avant Netflix, il y avait les vidéoclubs, maintenant, c'est Netflix. Donc, c'est comme si tu vas sur Netflix, tu as envie de voir un film d'action où ça tire dans tous les sens. Finalement, la musique, c'est une proposition qui est pareille. Si tu veux voir un truc super hardcore, tu vois, t'écoutes un morceau super hardcore. Si tu veux voir, malheureusement, effectivement, la proposition, elle est quand même très très axée hardcore. Mais voilà, c'est chaque tendance, l'époque elle tourne et machin bidule. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas en termes de, je sais pas moi, divertissement, c'est top aussi. Tu vois, t'es en club, t'en as rien à foutre de tout, tu danses. Voilà, il y a pas que c'est du divertissement effectivement, donc t'as pas forcément besoin systématiquement d'avoir des messages, mais cependant il faut que l'humain évolue dans le bon sens aussi. Mais tu trouves pas quand même, et là c'est ça aussi que je vais te donner, la perte de morale. La perte de morale, elle est énorme. Et le papa de tout ça, c'est quand même Booba. Non mais arrête, c'est le number one Booba aujourd'hui. Je suis pas d'accord. C'est trop facile. Mais t'es jamais d'accord. Mais non, mais Tarek, c'est le number one Booba aujourd'hui. Je vais t'expliquer, tu manques de perspective, t'es enfermé dans une dualité. Soit c'est blanc, soit c'est noir, soit c'est bon, soit c'est mauvais. Mais non, c'est pas comme ça le monde, mon gars. C'est pas comme ça. C'est l'obscurantisme, mon gars. Devenir, la télé, c'est à cause de Hanouna. Le rap, c'est à cause de Booba. Mais arrête.
Arrête. C'est une réalité. C'est une réalité. Essaie d'avoir un peu du recul sur ta vie ou sur la société. Ah non. La société, certes, évolue. Maintenant, si tu la comprends pas, bah écoute, adapte-toi, évolue. Mais comprendre quoi? Non, mais, une casserole, ça fait du crack. Mais excuse-moi, mais sors de là, le crack, il a toujours existé depuis la nuit des temps. Je suis dans la cuisine et tu bouffes ce que je te prépare. Alors moi, il y a un truc que je comprends pas. Mais quand tu compares à la limite ce qu'il faisait, je voulais. À la limite. Tu parlais Nino, là. Tu parlais Nino. Non, je parle pas de Nino. Je sais même pas qui c'est Nino. Il y en a tellement. Voilà, parce qu'il y a un truc. Voilà. J'ai même pas envie de m'intéresser à. La principale des choses, c'est essayer de comprendre et pas de juger. Non. Attends, la société. Écoute, la société qui sont à vomir. Regarde, il y a un proverbe arabe qui dit. SAH, c'est à vomir. Il y a un proverbe. Arrêtez quand même. Oui, d'accord, tout est pourri. Faut arrêter. Il y a un proverbe arabe qui dit l'ifet. Attends, mais comment ça se fait que je retiens encore ces morceaux? Tout à l'heure, je retiens quand même ces morceaux. Tout à l'heure, t'as parlé de Brassens. Oh, parlez pas en même temps, là. Nabil. Tout à l'heure, tu vas parler de Brassens. Il faut que tu saches une chose, on appelle ça, comment dire, tu vois, de toute façon, là où il y a les ténèbres, il y a forcément la lumière, c'est comme ça. Et ceux qui sont éblouis par la lumière, je dirais, essayez d'adapter votre vue. Tout à l'heure, tu parlais de Brassens. Ce qu'il faut savoir, Brassens, à l'époque, c'était un progressiste. Attends, si, tout à l'heure, vous avez parlé de Brassens. Même Christophe a dit, t'attaques pas à Brassens. Non, c'était Cabrel. Voilà, Cabrel. Tiens, Cabrel ou Brassens. Non, ça n'a rien à voir. Si. Tu es déconnecté. Non, je suis pas déconnecté. Tu suis pas déconnecté. Tu confuses Cabrel et Brassens. Non, mais Brassens. C'est incroyable, messieurs, dames, les auditeurs. Mais franchement, tu sais quoi, c'est zéro ce que tu viens de faire, mais c'est pas grave. Brassens et Cabrel, en termes de temporalité, c'est la même chose. C'était le même discours, c'était la même lutte existentielle. Si. Tu connais une chanson de Cabrel? Il y en a un qui est perché dans les nuages et l'autre. Voilà, c'est bien ça. Céline, ton regard justement sur donc comme Tarek te dit Booba, etc. T'inquiète pas. Booba quand même c'est le number one aujourd'hui, Céline, non? Bien sûr. Mais après moi je dis pas que tout est à foutre à la poubelle. C'est pareil, c'est comme si effectivement on regarde un film de mafieux, on dirait les mecs il y a rien qui se tire dessus machin, c'est à foutre à la poubelle. Non, faut vraiment voir ça comme une proposition de divertissement. Après t'adhères pas, tu vois. Après ce qui est effectivement dommage, c'est que à un moment, c'est comme si tu bouffais que des films, comme à la télé toute la semaine, par exemple. Tu as que enquête d'action, meurtre machin, ceci, cela, toute la semaine. C'est-à-dire les gens, ils sont matrixés par des trucs qui sont archi négatifs. C'est peut-être ce qu'ils aiment le plus, tu vois. Mais voilà, pour moi, effectivement, ça manque de propositions où tu peux respirer sur autre chose. C'est un peu, pour moi, la même chose à la télé que ce qu'on entend en règle générale. Mais c'est pas un reproche, chaque heure a ses artistes et tout. Mais est-ce que tu te retrouves, toi, à titre personnel, est-ce que, par exemple, tu pourrais faire ce que font, en général, ces jeunes rappeurs du moment, avec des musiques qui... Alors, par contre, au niveau composition, quand même, ça s'est nettement dégradé, quand même. Moi, je suis pas d'accord, parce qu'il y a un truc, comme je te disais tout à l'heure, qui fait bounce, tu vois, qui fait bouger la tête, machin. Après, c'est sûr que ce sont pas des compositions, forcément, qu'on pourrait attendre si on écoute ta composition du titre magnifique qu'on a écouté de NTM, excuse-moi, il y a t'as mis du Chopin, il y en a, tu leur dis Chopin, ils vont te dire c'est quoi je sais, mais là, je trouve qu'il faut vivre avec son temps. Ayam, NTM, pour moi, ça, c'était avec son temps. Des samples magnifiques. Mais pour moi c'est pas négatif ça, tu vois, c'est une autre proposition, mais c'est pas négatif, tu vois, moi j'aime bien la programmation, je suis un enfant de la programmation, donc moi je peux pas cracher là-dessus. Et aujourd'hui je trouve que il y a des trucs qui me font bouncer la tête de fou, quoi, tu vois, sans aucun problème. Alors l'album il sera l'album parallèle donc au projet de documentaire Sully. Ce sera quoi comme type d'album? C'est un album qui te ressemble? Tu vas parler un peu de toi? Comment ça va se passer? Vu que dans le film documentaire effectivement, pour le coup il parle de moi, l'album va accompagner tous ces moments de vie pour savoir vraiment ce que je peux ressentir à des moments précis. Donc ça va être intéressant, quoi. Et musicalement, ça va ressembler à quoi? Musicalement, il y aura un peu de tout. Moi, je suis un mec qui est ouvert, qui aime plein de choses différentes, quoi. Donc il y aura du moderne, comme il y aura des compositions plus, piano, violon, guitare, avec toute cette dimension aussi, mais aussi du moderne. Ça c'est bien aussi de mettre des instruments dans les morceaux de rap, ça manque, hein. Je peux comprendre qu'on puisse avoir ce manque, mais ça manque aux anciens. Non, mais je suis un ancien, t'as raison. Je suis allé voir il y a pas longtemps Kerry James, c'était un concert en acoustique avec justement que des musicos sur scène, et j'en ai pris plein les oreilles, quoi. C'était magnifique. Non, mais c'est clair qu'avant il y avait un ressenti, il y avait quelque chose qui se passait dans ton corps réellement en termes d'émotion par rapport à la musicalité qui se perd quand même. Effectivement, il y a une perte de valeur,
de plein de choses aujourd'hui. Mais c'est le monde moderne qui va vers ça, quoi. Ouais. Bon, t'as vu, Tarek, faut pas tout rejeter en bloc. Moi, je rejette pas Sully. Ouais, bah tu rejettes tout le reste. Je connais même son évolution et ce qu'il fait. T'inquiète pas, j'ai suivi son évolution. Et il a même liké une de mes photos tendancieuses où j'étais sur le pupitre de Zemmour. T'as cru vraiment que j'étais pro-Zemmour? Pour moi, c'était, voilà, je suis venu en terrain ennemi, je les nargue, c'est tout. Non, j'en ai aucun doute. Voilà. Sully, justement, ça c'est un combat qui tient à cœur particulièrement Tarak. Il est à la tête du collectif Paris Anti-Crack. Le crack fait des ravages. Et ce que reproche Tarak finalement aux rappeurs, certains rappeurs d'aujourd'hui, c'est de banaliser justement cette... Excuse-moi, il n'y a pas d'autre terme, cette merde. Bah, je pense qu'on est tous matrixés, quoi qu'il arrive. Tous matrixés. C'est-à-dire, on nous met dans un truc, on dit, il faut faire ça si tu veux gagner de l'oseille, donner de l'oseille à ta famille, dis des trucs comme ça plutôt qu'aller porter des cartons. Il y a une perte de valeur. Les mecs, ils veulent aller aussi vers la facilité. Et c'est vrai que le monde est tellement dur qu'on peut pas leur en vouloir, parfois, d'aller vers la facilité, même s'ils seraient plus intelligents d'essayer de... Mais c'est un combat, t'as l'impression que c'est peine perdue d'essayer d'améliorer les choses, quoi, tu vois. Donc, le monde est tellement dur, tellement... Une fois de plus, on est dans une matrice que... qui prennent le chemin et qui leur est donné, quoi, tu vois. La qualité des textes, voilà, la qualité des textes, voilà. Certains, c'est leur réalité. Certains, c'est leur réalité. Pour d'autres, ça va être... il y en a beaucoup qui, effectivement, qui racontent des conneries, parce qu'ils suivent le mouvement, mais il y en a pour qui c'est la réalité, tu vois. Et ça crée une mode, et il y a des mecs qui suivent sans avoir le même vécu. Ouais. Tarak, qu'est-ce que t'as à répondre à Moi, je pense que ce lysophile devrait écouter Weshden. Pourquoi Weshden? Il devrait écouter Weshden, il verra la qualité. T'as écouté Weshden? Mais il n'y a pas que Weshden, il y a aussi des mecs qui sont très talentueux, qui passent pas à la radio, qui font du rap aujourd'hui, tu vois, et qui doivent se dire, attends, comment ça on fait de la merde? Alors que si t'écoutes ce qu'ils font, tu dis, putain, c'est du génie. Tu connais l'éternel problème de l'industrie. Tu peux être le meilleur au monde, mais on parlera pas de toi. Je le sais, je le sais. Si tu connais pas Bono, tu connais pas... non, je le sais très bien, Voilà. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a certes Weshden, on aime ou on n'aime pas, et à côté de ça, il y a des mecs qui font des Weshden, c'est du rap? Excusez-moi, j'ai loupé hors de ma vue. Non, j'ai loupé un épisode, là, franchement, les gars. C'est de la street music, elle est avec un label de rap, hein. Ouais, d'accord, mais bon. Tu sors quand le documentaire, celui? J'espère que fin d'année, j'aurai bien avancé. Ouais. Ouais. Ça a pris combien de temps, ce projet de tournage? On est encore en train de tourner. La chance que j'ai, c'est que j'ai beaucoup d'images d'archives, donc voilà, c'est comme si c'était déjà tourné. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est des interviews avec, effectivement, pour cadencer toutes ces images avec des artistes. Voilà, il y aura des Big Flo et Oli, il y aura Sébastien Farran qui était le manager de Johnny Hallyday. Justement, je demande à chaque personne que j'invite de donner aussi des conseils pour quelqu'un qui aimerait être manager, quelqu'un qui aimerait être rappeur, quelqu'un qui aimerait être danseur, comme avec Bruce Kanji. Donc des conseils de professionnels en plus de raconter un peu mon histoire, quoi. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Pro. Le Grand Forum. Nos invités qui sont ici présents. D'abord, maître... Alors, la règle d'un bon animateur, c'est que si celui qui est en face de lui dit rouge, l'animateur dit noir, et s'il dit noir, l'animateur dit rouge. Oui, bon, après... il faut surtout dire ce qu'on pense. Voilà. C'est énorme. C'est déjà beaucoup. Maître Libenskin est avec nous, avocat donc à la cour, médiateur, docteur en droit et auteur du petit livret Un préfet hors la loi. David Libenskin, bonjour. Bonjour Christophe. Comment ça va mon David? Ça va. Bon, on s'était vu sur d'autres plateaux à l'époque. Oui, tout à fait. Ouais. David, tu vas nous présenter ton livre, accompagné avec toi de... Alors je sais pas comment on peut le présenter, le gilet jaune de la première heure aussi, Fawzi Lelouch. Oui, bonjour. Comment ça va Fawzi? Tranquille, tout va bien. Tout va bien. Et puis Jamel aussi qui est avec nous, voilà, Jamel qu'on salue évidemment. Alors, David, ce petit livret là, le préfet hors la loi, tu l'as fait pour... c'est quoi? C'est pour avertir les gens, c'est pour les accompagner, c'est pour les... Quel était le but de ce livre? De ce livret? Parce que c'est pas un livre, ça fait 29 pages quoi. Alors c'est une plaidoirie courte, énervée. Bam, d'entrée. Non, pas forcément. Non, mais pas forcément en fait. En fait, c'est un livre, qui est pas très long. Je crois qu'il fait 100 pages de mémoire. Mais en fait, moi j'ai eu la version courte alors. Voilà. Mais 80 ou 100 pages. Non, t'as eu la bonne version. Hein. Ah oui. L'abstract. Ouais. Bon. Alors, en fait, c'est un ouvrage qui relate un épisode du mouvement des Gilets jaunes, notamment le premier anniversaire du 16 novembre 2019, et qui met en exergue toutes les violences policières qui a eu à l'occasion cet anniversaire. Je ne sais plus si vous vous en souvenez, il y a une personne qui s'appelle Manu qui venait du Nord, qui a été éborgnée, donc
entre autres. Bon, il y a eu beaucoup, évidemment, de violences physiques à l'encontre des manifestants. Et voilà, il met en exergue cet épisode qui, malheureusement, a duré plus de 1 an et demi, hein, à peu près, même si les Gilets jaunes, évidemment, continuent à manifester, mais de manière moins conséquente. Mais en tout cas, les violences policières ont cheminé le mouvement des Gilets jaunes pendant 1 an et demi, 2 ans. Oui, d'ailleurs, vous expliquez dans ce livre que les policiers avaient une tactique, au bout d'un moment, c'est de faire annuler la manifestation quelques heures avant son déroulé. De telle sorte à ce que, voilà, on puisse pas s'organiser et que ça puisse après dégénérer finalement. Tout à fait, exactement. En fait, le préfet de police Didier Lallemand a annoncé en direct sur BFM et CNews, enfin sur les chaînes d'infos en continu, l'annulation de la manifestation qui n'a pas pu malheureusement démarrer. Les gens s'étaient rassemblés en masse, on était des milliers de personnes sur la piste d'Italie. Alors non seulement il a annulé en fait cette manifestation, mais il n'a pas permis aux personnes qui étaient présentes sur la place d'Italie de sortir de cette place d'Italie. Ouais. Ce qui veut dire en fin de compte que ces personnes ont été nassées. Oui, c'est ce qu'on appelle la tactique du nassage, qui d'ailleurs a posé beaucoup de problèmes parce qu'on se retrouve effectivement en fin de manifestation la plupart et beaucoup veulent partir parce que ça y est, et on nasse et donc ça énerve et c'est là que ça dégénère à ce moment-là. Mais c'est pas que seulement s'énerve, c'est qu'il y a des gens en fait qui ont des problèmes de santé, qui ont des besoins primaires, hein, que l'on a tous, qui ont besoin donc de sortir de cette nasse, et on les empêche de sortir de cette nasse, et cette nasse a duré 2 à 3 heures, et les policiers, malgré cette nasse, ont continué à gazer sur les gens, à tirer avec le flashball, et résultat des courses, voilà, il y a eu des blessés à jeter des grenades, résultat... Alors vous avez défendu combien d'affaires, David, puisque franchement, j'ai pas compté, mais au moins... Bon, avec ce collectif, la robe noire gilet jaune. Ah, alors, dans ce collectif, nous sommes quand même à peu près 200 avocats sur toute la France. Ouais. Bon, on défend les gilets jaunes, mais également les activistes, hein, de manière générale. Bon, on a dû traiter, disons, en 1 an, 1 an et demi, une centaine d'affaires à peu près. Et sur les 100 affaires, il y a combien de condamnations ? Ah il y a eu des condamnations comme il y a eu des relax. Après, j'ai pas tenu un compte des condamnations malheureusement qu'il y a eu à l'encontre de Gilets jaunes et des relax. Alors avant de laisser mes camarades vous poser des questions, j'aimerais poser une question à Fawzi Lelouch. J'aimerais comprendre pourquoi les Gilets jaunes qui au départ, effectivement, c'était à peu près tous les Français qui étaient là, dans les ronds-points, dans les rues, pour manifester, etc. On a senti au fur et à mesure, au bout d'1 an, 1 an et demi, il y avait déjà beaucoup moins de monde et on avait l'impression, d'après ce qu'on regardait dans les médias, alors encore ça peut-être me contredire, qu'il restait que les énervés, quoi, les mecs qui sont là pour occuper leur samedi après-midi et puis venir se friter avec la police. Ouais, super comme définition. Non, mais oui, mais super, mais d'accord, mais c'est un constat sociologique. Les gens, ils ont une vie, ils ont aussi une famille, ils ont aussi des obligations, ils ont aussi besoin de gagner leur vie et ils sont pas là pour occuper le temps. Franchement, on est sorti dans la rue, parce qu'on n'avait plus confiance en ceux censés nous représenter, les élus. On a pu comprendre que toutes nos revendications, tout ce qu'on attendait de notre quotidien, il n'y avait jamais des décisions qui étaient prises dans ce sens. Et on s'est dit, personne ne va le faire, on va sortir et on va faire les choses nous-mêmes et on va les dénoncer. Et maintenant, c'est trop et ça suffit. On est sorti pour ça. Donc tous les gens que vous voyez encore aujourd'hui, c'est des gens déterminés, c'est des gens qui n'ont pas voulu lâcher, c'est des gens qui sont dignes. Et justement, on a eu assez de mépris de ce gouvernement. Pas besoin d'en rajouter en disant comme quoi ces gens-là, ils viennent le samedi parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Je suis désolé, mais si les gens ont arrêté de venir sur les manifestations, je crois qu'ils ont subi une telle répression. Moi, je me rappelle pas d'un mouvement... C'est la seule explication, Fawzi Lelouch, c'est la répression policière qui fait que le mouvement s'est un peu disloqué ? Eh ben, la répression policière, la répression d'État et toute la communication qui a été faite derrière pour discréditer les gens, pour discréditer les simples citoyens qui sont apartisans, comme vous le savez, et qui réclament de pouvoir vivre décemment et mieux. Et je pense que c'est un droit fondamental que de devoir aujourd'hui, à notre époque, de pouvoir bénéficier de tous ces droits. Est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs de fait, Fawzi, est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs de fait, justement, à ce que ce mouvement puisse continuer, perdurer, s'amplifier ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Je vais attraper une personne qui tous les jours revendique, je vais lui mettre des tartes, je vais lui crever des yeux, je vais lui arracher des mains, je vais les incarcérer, les condamner, on va voir s'il va y avoir beaucoup de monde après pour aller revendiquer.
Je pense qu'ils ont un grand mérite pour tous ceux qui sont là encore aujourd'hui, et je fais partie de ces gens-là, et d'autres aussi, on est des milliers. Il y a beaucoup de gens qui sont sympathisants, mais qui ne sortent plus par peur de la répression, par peur d'être blessés, par peur de perdre leur travail, parce qu'il faut voir, il y a eu des lois qui ont été votées pour empêcher les gens de pouvoir sortir. La loi anti-casseurs. Tous les fonctionnaires ne pouvaient plus aller dehors, ils ne pouvaient plus se dissimuler le visage. Pourquoi? Au risque d'être licenciés, de perdre leur travail. Il y a eu énormément de répression. Combien de condamnations? Dans les 8 premiers mois, il y a eu plus de 10 000 condamnations. Quel mouvement a donné ça depuis la guerre d'Algérie? Rien du tout. C'est incroyable ce que ce président et ce gouvernement a été capable de faire. Au nom de quoi? Au nom du mépris et de la justice. Tout ça pour empêcher un droit démocratique qui est la liberté d'expression et de pouvoir dire non lorsqu'on n'est pas d'accord. C'est un droit fondamental. Fauzi, vous répondez pas à ma question. J'ai répondu à la question. La répression a empêché les gens de venir. Mais c'est pas que. Est-ce qu'il n'y a pas eu un manque d'organisation, par exemple, de livrer de mettre des responsables à la tête de chaque parti départemental, régional ou quoi que ce soit. Ce mouvement, on a l'impression que ça va un petit peu partout. Est-ce qu'il n'y a pas eu de la récupération politique? Toutes ces questions se déposent. Mais il y a un peu de tout ce que vous dites qui est un peu. Oui, non, mais alors il faut savoir, contrairement à ce que les gens ne savent pas, c'est que nous étions rassemblés, une quarantaine de gens que vous connaissez tous, les gens un peu médiatisés, qui avaient une influence et ce qu'on appelle les leaders ou les porte-paroles, un petit peu. Même s'il n'y en a pas de désignés, on s'est tous rencontrés dès le début et on a marché dans une directive commune où on avait dit pas de politique. Dans un premier temps, on avait dit que peut-être, si on n'arrive pas à des résultats à la fin du mouvement, qu'on pourrait peut-être essayer autrement. Dans tous les cas, pas de politique, à partisans, et on ne déclare pas. Et le moment où on a décidé de déclarer, c'était pour protéger les gens qui étaient blessés, qui n'avaient pas moyen de pouvoir se retourner, étant donné que dans les manifestations, il y avait tellement de répression que du coup, on perdait des gens en manifestation. Des gens ne voulaient plus venir. Les personnes âgées ne venaient plus. Les fonctionnaires ne venaient plus. Les familles ne venaient plus. Excusez-moi, c'est pour ça qu'on a déclaré. Pourquoi les fonctionnaires ne venaient plus? Le droit de manifester est ouvert à tout le monde, y compris aux par les syndicats seulement, simplement par les syndicats, mais pas par les Je vais répondre à ta question. C'est assez simple en fait. Il y a eu tellement d'interpellations, il y a eu tellement de condamnations, mais des condamnations vraiment injustes. Mais c'est vrai, pour un rien, qu'en fin de compte, un fonctionnaire qui se fait condamner, il peut plus exercer ses fonctions. Oui, parce qu'il a condamné si on n'a pas commis des actes délictueux. A priori. Non, mais écoute, t'as pas été dans le mouvement des Gilets jaunes. T'as déjà été en manif? Tu sais comment ça se passe? Les mecs qui t'attrapent, voilà, et puis après, non, les mecs qui t'attrapent, oui, ils te placent en garde à vue, c'est possible. Et ensuite, pour être condamné, il faut quand même apporter. Oui, mais moi, je vais dire en fait. Là, je vous laisse vous démerder votre avocat. Non, mais je vais répondre parce que bon, évidemment, il n'a pas peut-être assisté de près à ce mouvement en tant qu'avocat, mais tous les avocats en fait qui ont assisté des Gilets jaunes le diront. Les policiers faisaient des procès-verbaux où ils disaient cette personne a commis un outrage ou sous couvert de faux, quoi. Donc voilà, oui, bien sûr sous couvert de faux, mais bien entendu, mais tous les avocats le savent. Je sais pas ce que je dis n'est pas quelque chose de complotiste ou d'inventé ou de mensonger. Je veux dire, tous les avocats qui ont défendu les Gilets jaunes, que ce soit à Paris ou que ce soit en province, ont eu affaire en fait à des procès-verbaux. Des faux procès-verbaux qui étaient rédigés par les policiers, qui reprochaient à la personne, qui reprochaient à la personne interpellée une infraction qu'elle n'avait pas commise. Oui, mais la sanction, elle est énorme. Le fonctionnaire de police qui fait ça, il court une peine d'emprisonnement qui est extrêmement sévère. Couvert par un pour en revenir au sujet, c'est pas le préfet qui à l'autorité judiciaire. Pour en revenir au sujet des fonctionnaires, un fonctionnaire qui est condamné, il peut être révoqué. Oui, ça on est d'accord. Donc il n'est plus en manifestation. Voilà, donc voilà, tout ça pour dire ça finalement. Non, mais il faut savoir qu'il y avait. Moi, je partage pas cette vision quand même qui consiste à dire que, enfin, peut-être que c'est vrai. Mais dans la loi, bien sûr. Mais c'est justement ce qu'on dénonce. Des faux policiers à grande échelle, c'est quand même surprenant. On vit quand même dans un pays. Alors voilà. J'ai pas dit à grande échelle. J'ai été précis. J'ai dit il y a eu des faux. J'ai pas dit à grande échelle. Mais je peux t'assurer en fait que les policiers, ils interpellaient la personne, ils l'accusaient d'avoir commis un outrage ou une violence, et la personne après était déférée, elle était condamnée. Heureusement politique du gouvernement, parce que quand via les procureurs de la République. Quand on parle de violence policière, c'est vrai, il peut y avoir des abus. Mais là, il y a 15 jours, il y a
un black aux États-Unis, Jason Walker de son nom. Il traverse la rue en sortant de chez ses parents. Il y a un véhicule qui a été conduit par un fonctionnaire de police qui était en plus hors service. Il lui tire dessus, il l'abat. Les forces de police arrivent et leur dit bah oui, il s'est jeté sur mon essuie-glace et il n'a pas arrêté de cesser de me l'arracher et c'est la raison pour laquelle j'ai ouvert le feu, j'étais en légitime défense. Heureusement qu'on n'est pas dans cette situation-là en France. S'il y a des abus, je pense pas que ce soit vraiment de manière non, mais alors, excuse-moi mon maître Charny là, pour le coup, ça se voit que t'as pas été en manif, tu t'as pas vu comment ça se passe. J'ai déjà participé à des manifestations. Tu peux, franchement, il faut le manif d'avocat, ça va pas loin. Et le barreau de Bobigny, il faut le savoir. Vous faites les malins, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans les manifs. Le bâtonnier de Bobigny a suspendu toutes les désignations d'office tout récemment par rapport à un litige impliquant des violences au commissariat de la Courneuve. Donc, quand on est avocat, effectivement, on prend ses responsabilités, mais je pense qu'il faut rester aussi dans la prudence et la mesure. On n'est pas... 10 000 condamnations en moins de 8 mois. 10 000 condamnations, c'est de la mesure, c'est de la prudence, ça, maître? Comment? C'est de la mesure, c'est de la prudence, 10 000 condamnations. Je parle pas de l'ampleur des condamnations qui ont été prononcées contre les Gilets jaunes, je parle de l'ampleur de l'éventualité de faire défaut dans le monde de la police judiciaire telle qu'elle peut être soulevée en défense de manière légitime. Moi j'ai toujours beaucoup d'admiration pour les confrères. Attends, il y a eu des affaires en fait de Gilets jaunes que mon confrère Ariel Halimi a défendu, notamment, je sais plus comment elle s'appelle là, la dame qui était tombée, et il a démontré en fait que c'était des faux procès-verbaux. Moi je suis désolé, moi j'ai eu un client en fait qui était accusé d'avoir commis des violences. Tu parles de Mélanie? Non, c'est pas Mélanie. Voilà, j'ai défendu un client qui était accusé d'avoir commis des violences, etc. Attends, je finis. Il a été relaxé. Et pourtant, dans le dossier pénal, tu avais 2 procès-verbaux à charge contre mon client. Et comment j'ai pu démontrer que c'était des faux et que c'était des mensonges? C'est parce que j'avais une vidéo. J'avais un journaliste indépendant qui avait filmé la scène. Alors, pour te dire qu'il y a des faux. Ils ont été importants, les journalistes indépendants, pour le coup. Ils ont pris tous les risques. Eux aussi, ils se sont fait nasser, d'ailleurs, pour le coup. Il faut le rappeler. Qu'il y ait eu des excès, ça... non, mais il y en a eu, bien sûr que oui. Ça n'a jamais été contesté. Maître Charny, non, mais on aurait aimé que ça se passe tel que la loi, elle est en application. C'est pas du tout le cas. Il y a eu un abus sur les personnes. Il y a eu des gens qui ont été condamnés qui n'auraient pas dû. Il y a été fait de manière organisée, parce que c'est ça, organisé avec des consignes. C'est pas le préfet qui donnait des consignes en disant il faut faire des faux. Enfin, j'espère. De toutes les façons, ils étaient tous complices pour enrayer. Pour la contestation. Il n'a pas fait de note de service en ce sens. Alors, mon cher confrère, je crois que vous êtes loin de la réalité. Il faut aller sur le terrain. Il y a une circulaire. Circulaire de novembre 2018. Oui. Qui s'adresse au procureur de la République. Tout à fait. Et qui demande en fait d'avoir une répression exemplaire à l'encontre des Gilets jaunes. Et oui, mais c'est une demande. Elle catalogue les infractions. Mais c'est une demande, mais bon. C'est une demande, la question. Le parquet, il est libre dans sa réquisition. Les tribunaux. T'es avocat. Non, mais ne dis pas que le parquet est libre. Il y a la Cour européenne des droits de l'homme en novembre 2010. Oui, je sais. Qui a alerté sur la relative indépendance du parquet en France. David Faouzi, que pensez-vous de la proposition de Mélenchon qui demande à ce qu'on désarme les policiers en manifestation? Très très bien. Et j'aimerais juste relater un fait. Oui. Lors des correctionnels au tribunal de grande instance de Paris, il y avait des chambres spéciales où on brassait que du gilet jaune. Il y avait 2 à 3 chambres correctionnelles qui tournaient en permanence toute la journée pour les condamnations. Et je peux vous dire que tout était fait. Les consignes étaient faites pour empêcher les gens de pouvoir retourner en manifestation avec des interdictions de pouvoir manifester sur Paris ou là où ils se faisaient attraper dans les grandes villes comme Montpellier, Nantes, Marseille, Toulouse. Tout ça s'inscrit dans un cadre judiciaire. On vit quand même trop pas facile, dans une dictature. C'est trop facile. Alors, pour répondre à ta question, Christophe, oui, David. Alors en fait, c'est intéressant ce que tu dis. Enfin, la proposition de Jean-Luc Mélenchon est intéressante parce que de toute façon, elle existe déjà en Angleterre, par exemple. Tous les policiers ne sont pas armés. Oui, mais ça, c'est indépendamment des manifestations. C'est de manière générale. Oui. Ah, il parlait de... Alors, il parle de manière générale. Oui, de manière générale, il parle de désarmer la police en manifestation. Oui, en manifestation, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Les policiers en Angleterre, c'est pas pareil. Ils sont totalement désarmés. Voilà, la moitié des policiers sont désarmés, en général. C'est pas pareil. En Angleterre. Oui, mais c'est pas une question de violence, c'est une question de moyens dont dispose la police. C'est pas du tout... Anglaise, non, l'Angleterre, c'est un choix politique. C'est un choix politique qui vient de l'habeas corpus, 1620, qui fait que la police est au service de la population et que la population est assez éduquée. On avait estimé à l'époque qu'un coup de sifflet
doit faire arrêter les citoyens qui attendent la prise de décision. C'est pour ça que Boris Johnson a demandé à ce qu'il y ait une révision de l'habeas corpus. Tout à fait. Ce qui n'est pas le cas en France et sous le Royaume, et surtout depuis donc la Révolution de 1789, et surtout à partir du moment où la France est devenue un empire à l'international. Et il faut savoir que les premières répressions de la France ont été faites d'abord dans les colonies. Et après, le petit faisant un petit, on a importé la répression faite dans les colonies sur le territoire métropolitain. Alors si on peut revenir sur cette Emmanuel question. Alors, moi, non, mais c'est juste un rappel historique. Moi, je ne veux pas revenir, je suis pas juriste, je suis pas avocat. Néanmoins, je suis politologue et je regarde quand même la vie politique française dans son histoire. Ouais. Moi, ce qui m'étonne beaucoup avec le mouvement des Gilets jaunes, moi, en sympathie, évidemment, j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt, c'est la manière dont il ne s'est pas transformé en une action politique structurée. Je vous rappelle quand même que le mouvement de Pierre Poujade, l'Union de défense des commerçants et des artisans, en 1953, démarre comme vous. Revendication, nous voulons imposer quelque chose à un gouvernement qui ne nous écoute pas. Il manifeste violemment. Le mouvement fait 54 députés, 3 ans plus tard. Dont Jean-Marie Le Pen. 54 députés, quand la MRP ne représentait que 70 députés. La vraie question... Ça, c'est un bon exemple, là. Et je vous la pose. Oui. Pourquoi une réponse, hein. Oui, je vous la pose. Pourquoi vous n'avez pas, à côté de votre légitime requête populaire, citoyenne, d'expression, transformé l'essai en vous structurant par département? Alors, je sais que vous allez me dire, nous récusons la politique. À ce moment-là, vous ne faites pas de politique, vous faites de l'agit-prod. Non, pas osé de louche. Non, réponse. C'est les directives qu'on s'était fixées au début. C'était de ne pas rendre politique, de créer un parti ou de créer des représentants qui représenteraient un parti politique pour ce mouvement. Ça, c'est une chose. Pourquoi? Je termine Non, mais je termine pourquoi? Parce que les Français sont sortis dehors. Parce que je dis les Français parce que ça s'est passé en France. Hein. Dans le monde entier, hein, oui, non, mais on parle des Gilets jaunes, là. Là, on parle en France, là, oui. Non, mais la répercussion qu'il a pu y avoir, et l'exemple qu'il a pu y avoir à l'international, il est certain qu'il y en a eu un. Ce qui est sûr, c'est qu'en France, il y a une défiance des politiques, il y a tellement une mauvaise image, les gens n'ont plus confiance en eux, ne les croient plus, leur parole est remise en question constamment. Et du coup... Les gens voulaient sortir par sincérité en tant que simples citoyens. Moi, je vous le rappelle aujourd'hui. Si nous, on a créé la Ligue citoyenne, et aujourd'hui, les gens, ils sont sortis depuis 3 ans. C'est pas par hasard. Qui représente les citoyens aujourd'hui dans leurs droits, à part les politiques qui sont censés normalement leur apporter ce qu'ils ont besoin? Les politiques, ce sont des élus. Oui, mais des élus dans lesquels la population n'a plus confiance. On n'a pas voulu. Ils ont voté pour eux. On n'a pas voulu non plus qu'il y ait des gens qui fassent des amalgames, qui profitent de la situation pour faire de la récupération. On voulait sortir avec sincérité, dire en tant que citoyen, quand même, en tant que citoyen, on a quand même des droits, on a quand même le droit de s'exprimer. La liberté d'expression, elle n'est pas que pour les politiques. Moi, je suis désolé, j'ai une part entière de pouvoir m'exprimer, circuler. C'est pas contesté. Eh ben, c'est justement, c'était contesté depuis des années où on n'était plus entendu et on a dit, ça y est, ça suffit, là, ça déborde, on n'arrive plus à vivre décemment avec des gens qui sont corrompus, des gens qui détournent des fonds, qui n'arrivent pas bien à gérer. Ça me rappelle les moi, je veux répondre à la question. Jean-Marie Le Pen, il y a quelque temps, tous pourris. Non, il faut. Alors, je vais répondre à la question parce que je crois qu'on a tous un petit peu la mémoire courte. Il faut savoir que les Gilets jaunes, bon, il a émergé du fait du problème de taxes, de l'essence, etc. Mais c'est, comme dit Fauzi, c'était un mouvement anti-parti politique, anti-corps intermédiaire, anti-syndicaliste. Donc, il était hors de question de se structurer sous la forme d'un parti politique. Certains ont tenté l'aventure, ils ont tout de suite été exclus, plus ou moins, du mouvement des Gilets jaunes. Ouais. Donc voilà, il faut savoir que c'était un mouvement spontané et citoyen. Et du fait des différences de chacun, parce que le mouvement des Gilets jaunes, il est hétéroclite. David, il y a des gens qui sont politisés, il y en a qui ne le sont pas. Mais quel était son objectif, parce que c'est ça en réalité. Mais il n'y avait pas. Mais voilà. C'est de se faire entendre. On était des invisibles depuis combien d'années? Et aujourd'hui, on s'est fait entendre. Et il n'y a personne qui peut dire nos revendications. Mais aujourd'hui, on a du mal à vous entendre encore. La démarche pour légiférer vous-même. Alors, vous confondez deux choses.
les partis politiques et l'expression du législateur, donc le fait de faire élire des gens. Vous auriez pu très bien, comme l'a fait l'Union de défense. On confond pas des choses parce que le mouvement des Gilets jaunes, il était anti-corps intermédiaire, anti-parti politique. Donc vous êtes il aurait été en fait stupide et contradictoire. Si on était contre les partis politiques. Il y a un petit esprit anarchiste là. Alors, le système actuel ne permet pas, je suis désolé de le dire, le système actuel ne permet pas à des citoyens gilets jaunes ou autres de se constituer sous forme d'un parti politique mais laisse-moi finir avant d'avoir des jugements à l'emporte-pièce et de conquérir le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accès aux médias. On reconnaît la du politique. Je veux dire, c'est pas le tout de créer un parti politique. Voilà, t'as pas accès aux médias. David, pose une question. Est-ce que je peux poser une question? Comment vous expliquez aujourd'hui qu'après ce mouvement, quand même, qui a été, vous l'avez dit, quand même un réveil citoyen, et on l'a vu dans les premiers temps, ça, il y a pas de, voilà, personne peut le contester. Comment vous expliquez qu'après toute cette crise, après cette crise économique que nous percevons, que à l'approche de cette échéance électorale du 10 avril prochain, Emmanuel Macron, le président de la République, soit encore en tête des intentions de vote? Comment vous l'expliquez? Moi je crois pas trop, mais de toutes les façons, on n'a pas les mêmes intérêts. Je suis désolé. Oui, les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, déjà, ont laissé pourrir la situation. Mais je réponds à la fois à la question. Ils n'ont pas les mêmes intérêts. Donc, oui, mais y a des gens le résultat, il y a des choses aujourd'hui. Écoutez, aujourd'hui, les seuls décisionnaires pour changer les lois, changer les prix et tout, c'est pas la population. C'est ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui parce qu'ils sont encore au pouvoir, ils sont encore légitimes. Oui, mais ils sont au pouvoir parce qu'ils ont été élus. Mais non, mais ça suffit pas. Si vous, demain vous avez. Le principe de la démocratie, c'est ça. Il y a pas de problème. On délègue un pouvoir à un élu. Continuez à déléguer. Parlementariste. Non, on est responsable d'avoir délégué notre responsabilité entière, pleine et entière, de toute cette population, avoir fait confiance à des gens qui n'étaient pas dignes de les recevoir. Et aujourd'hui, pas leur mandat électoral. Mais il faut commencer. À ce moment-là, il faut que vous envoyiez des gens en qui vous aviez confiance. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre. Non, mais tu comprends pas. Non, mais regarde. Je comprends. Attends, je vais donner un exemple. Emmanuel, termine ta question. Juste d'une 30 secondes. Je comprends que vous n'ayez pas confiance dans le pouvoir, dans les politiques. Et bien à ce moment-là, allez-y. Vous avez confiance en vous-même. Alors combien il y a de candidats? Est-ce que tu sais qu'il y a 50 candidats à la présidentielle? On va en rajouter un, tu vas voir. Alors vous en avez. Non, mais est-ce que tu le sais? Oui. Non, tu le sais pas. Attends. Peu importe. C'est pas un quiz. Les candidats. Je connais pas tous les candidats. Non, mais je pose la question parce que les candidats que tu vois sur les médias, c'est que des candidats de partis politiques, entre guillemets, de l'établissement. Tu as plein d'autres petits candidats, on les voit jamais sur les plateaux télé. Je pense que c'est ça l'idée. C'est ça la démocratie qu'on peut pas accepter ici. Non, c'est ça la démocratie. Je pense très pluriel. Non, mais je parle les médias mainstream. J'ai pas du tout. D'accord. Alors évidemment, il y a toujours eu des candidats. Est-ce que tu les vois dans les petits candidats dans les médias mainstream? Moi, je vois toujours les mêmes, Zemmour, Le Pen. Bien sûr, c'est l'électoral important. Ah bon, et comment tu peux savoir en fait les sondages? Les sondages, mais si tu passes pas, attends, laisse-moi finir. Mais si tu passes pas la télé, comment veux-tu faire augmenter ton sondage? Ceux qui ont des sondages, c'est ceux qui passent la télé. David, on va pas non plus, je veux dire, ça c'est ouvert un peu à tout le monde. Les candidats, c'est quoi? C'est obtenir 500 parrainages. Parmi tous les candidats qui sont candidats, il y en a quasiment les 3/4 qui vont pas avoir leur parrainage. Donc voilà. Il y en a une dizaine. Qui vont s'exprimer. Mais est-ce qu'il n'y a pas, et là vous n'avez pas répondu à mes questions, Emmanuel Macron est en tête des sondages. Comment vous l'expliquez? Alors déjà, on va voir ce que ça va donner à la présidentielle, parce qu'on connaît ce qu'ont donné les sondages dans les années passées. Oui. À chaque fois, les sondages se sont trompés. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est parce qu'il n'y a pas une vraie opposition en France. La seule opposition que je connaisse, c'est la rue. Après, mais qu'est-ce qu'elle fait cette opposition? Attends, le parti. Qu'est-ce qu'elle tu vois ou bien peut-être Jean-Luc Mélenchon, mais en fin de compte, tu vois bien à droite, elle est d'accord avec ce que dit Macron. Le débat se focalise de manière ignoble sur le racisme, sur l'immigration. Donc voilà. Donc qu'est-ce que tu veux? Et puis les Français, bon voilà, le général de Gaulle, qu'est-ce qu'il avait dit sur les Français? Voilà, les Français sont des veaux. Ouais. Voilà. Je confirme. Sont des veaux. Oui, c'est ce qu'avait dit le général de Gaulle. Oui, mais j'ai bien compris. Oui, donc tu confirmes que les Français sont des veaux. Ils sont suivis. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Pro. Le Grand Forum. Alors, Tarek Pami, question peut-être. Oui, alors moi c'est simple. Oui. J'ai regardé ce mouvement, donc Gilets jaunes. A priori, j'ai eu
au début donc, de la sympathie. Après, j'ai vu la tentative de travail de rapprochement des revendications dans ce pays, notamment avec ce qu'on appelle les quartiers populaires, et donc ça n'a pas pris. Après, j'ai vu des personnalités avec des égos incommensurables, comme les hommes politiques qui se battent, et quand il y a une réunion à Matignon, il y en a toujours un qui sort, qui dit « celui qui est à l'intérieur ne me représente pas ». Vous connaissez la situation politique et institutionnelle, cher maître, dans ce pays, vous savez comment ça marche, et effectivement, vous faites le choix de ne pas vous diriger vers une confédération représentative de quelque chose, pour pouvoir avoir un porte-parole, quitte à ce qu'il soit tournant, et que vous arriviez avec une demande. Alors. Et donc, attendez, je n'ai pas posé ma question, je fais ma petite analyse sur Gilets jaunes. Et vous avez en face un gouvernement, un État, et cher maître, je vous enverrai un jour un petit livret un peu plus petit que le vôtre, de format de poche, qui rappelle toutes les décisions prises par le Conseil d'État français pendant la colonisation française. Et donc, quand on part sur ce volet juridique de bataille, on perd parce que le Conseil d'État est un instrument du gouvernement. Donc, la question que je vous pose, conscient de tous ces éléments, comment vous avez fait ce choix d'être plutôt perçu, je ne dis pas que vous l'êtes, d'être plutôt perçu comme une action d'anarchiste où chacun prend le carrefour de son quartier. Du moins. Non, mais moi je dis anarchiste, dont chacun prend le quartier, et qu'à certains moments, au bout notamment pour moi, ce qui m'a marqué, au bout du tagage de l'Arc de Triomphe, il n'y en a pas des hommes et des femmes qui sont levés pour dire stop, ces gens ne nous représentent pas, nous allons parler de nous. Donc, bon. Question, pourquoi, en toute connaissance de cause, vous n'avez pas transformé votre mouvement en instrument de revendication populaire pour faire comme Pojad, pour revenir à la question non moi, je vais répondre à la question. Et je pose peut-être la question à Fawzi. Fawzi en tant que militant et vous en tant qu'institutionnel. Alors moi, c'est bon. Alors bon, déjà, bon, le portrait que tu as fait sur le mouvement des Gilets jaunes, bon, c'est un portrait que tu as dû voir sur BFM. Non, parce qu'en fait, tu résumes le mouvement des Gilets jaunes à des tags sur l'Arc de Triomphe. Cher maître, comme disent d'autres. Et à l'anarchisme. Non, mais cher maître, je vous laisserai pas terminer. Je t'ai pas coupé. Non, mais c'est pas ça. La démocratie, c'est de laisser terminer. Non, excusez-moi. C'est que vous insultez. Non, mais vous insultez mon intelligence en me faisant le robot qui regarde BFM ou CNews pour venir ici dans une radio de liberté d'expression, puisque vous y êtes, France Maghreb 2, et de répéter ce qu'ils ont dit. Non, pour moi, c'est une honte. Donc, moi, je vous dis, c'est des clichés que tu renvoies. Non, mais c'est pas des clichés. Non, c'est mon ressenti personnel. Alors après, l'anarchisme. Alors, contrairement à ce que tu dis, bon, et ça... c'est mon ressenti personnel. Je pense pas que tu vas insulter ton intelligence. C'était pas déjà des anarchistes, les Gilets jaunes. Tu sais bien que l'anarchisme est une doctrine politique. Maître David Libetzky, auteur du livre Hors la loi, et Fawzi Lelouch, un militant voilà, avec qui qu'on connaît de la première heure, et je peux vous assurer qu'il a bien morflé, lui, Fawzi. J'aimerais avoir une pensée, messieurs, pour quelqu'un qui avait été ultra médiatisé. Ça s'est passé d'ailleurs le 26 janvier, il y a 3 ans. Jérôme Rodriguez, qui était là en manifestation et qui s'est pris un tir de flashball et qui a perdu un œil, l'usage d'un œil, et qui n'a rien lâché de son combat, acharné, idée, il a voulu défendre aussi, toujours là, toujours présent, Jérôme Rodriguez, que je connais, que je salue, voilà, et on lui souhaite plein de bonnes choses, que lui il a perdu beaucoup dans ce combat des Gilets jaunes. Alors David, rapidement sur ce que le ressenti de Tarek Mami concernant le mouvement des Gilets jaunes, David. Oui, alors bon, je vais quand même répondre à la question parce que c'est un peu l'objectif, oui. Voilà, on va essayer. Je vais être honnête et je vais être objectif. On reproche aux Gilets jaunes en gros de pas s'être structuré en parti politique, voilà, pour résumer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des structurations qui ont lieu d'ailleurs et qui ont lieu depuis longtemps. Vous avez des Gilets jaunes qui ont créé la Concorde citoyenne, par exemple, dont Fabrice Grémal est candidat à la présidence de la République et qui n'est pas médiatisé. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Vous donnez ses coordonnées à M. Christophe Frot. Je lui donnerai. Il y a la Ligue citoyenne, certes qui n'est pas un parti politique, mais bon, qui peut-être le sera un jour. Mais comme ça, vous avez sur tout le territoire national des associations, des petits groupes et même des micro-partis politiques, si j'ose dire, de gens d'anciens Gilets jaunes qui se structurent. Après, ce qu'il faut savoir,
créer un parti unique Gilets jaunes, c'était trop compliqué. C'est trop compliqué. Il y a tellement des sensibilités différentes à l'intérieur du mouvement Gilets jaunes. Il y a des revendications communes, comme le RIC, le pouvoir d'achat, la justice sociale, etc. Mais après, il y a quelques différences qui font qu'il était difficile, et même aujourd'hui, il sera toujours difficile de se structurer un parti politique. Pour faire en fait un parallèle rapide, je vous rappelle que quand même à la Révolution française, quand les paysans se sont soulevés, quand les bourgeois les ont rejoints ou les ont instrumentalisés, peu importe. À l'époque, il y avait plusieurs clubs politiques. Oui. Tu vois, il y avait les Girondins, il y avait les Montagnards, etc. Pour les plus connus, parce qu'il y en avait beaucoup. Ouais, voilà. Mais il y avait un objectif commun. Ce qu'aujourd'hui, les Gilets jaunes ne donnent pas comme impression. Si, parce qu'ils ont des revendications communes. Ils veulent tous vivre dignement et de fruits. Alors, Fauzi, tu veux peut-être compléter ma réponse? Ouais, je pense qu'aussi le gouvernement. Devant le micro, s'il vous plaît. Ouais, le gouvernement, il a bien travaillé pendant toutes ces années. Ouais. Il a laissé sous-entendre et avoir des pensées pour les gens qui étaient. Qui regardaient ce mouvement, qui ont regardé pendant 3 ans ce mouvement, avoir aussi une idée qui est pas forcément la bonne. Et d'autre part, les médias ont bien relayé. Je parle des médias mainstream. Oui. Vraiment, ils ont fait un énorme boulot. Ils cherchaient les images. Voilà, ils cherchaient les images. Exactement. Mais même la communication, je suis honnête, on a été accusé de tout. Et tout a été fait par série pour essayer de nous discréditer et empêcher les gens d'adhérer à ce mouvement. L'épisode de boxeur ne vous a pas fait du bien. Pourtant, il était légitime. Oui. Parce que, je suis désolé, j'ai vu des femmes se faire traîner par les cheveux, des mamies se faire renverser, charger, comme si on était dans une arène. Mais il y a un réel problème de répression policière. Voilà. Ça, c'est clair. Alors, mais vous savez que c'est pas le mouvement des Gilets jaunes qui nous l'a appris. Hein. Vous savez que dans les quartiers, dans les banlieues, on l'a appris avant les Gilets jaunes. C'était ma question. C'est une transition. C'était ma question. Vous n'avez pas réussi à faire la jonction. Moi, je vous la fais. Allez-y. Je suis musulman, j'habite un quartier prioritaire. Je suis responsable associatif. Non, mais pour vous dire, je suis dans le mouvement des Gilets jaunes depuis le premier jour. Oui. J'étais sur le terrain dans mon secteur à Sevran où j'ai créé des associations. J'ai vu qu'il n'y avait pas de relais des élus, il y avait du mépris des élus. Oui. J'ai vu que les citoyens se battaient tout seuls pour changer les choses. Oui. Et du coup, dès le premier jour, ça m'a semblé normal que d'aller taper plus haut et d'aller dire dans la rue ce que je pensais. Oui. Je suis tout l'opposé de ce que vous avez décrit avant en disant c'est bizarre, il n'y a pas de concordance avec les banlieues, il n'y a pas de concordance avec les jeunes. Il n'y a pas eu de jonction. Je les ai eus avec moi dans les manifestations. Ils sont venus. À la radio Cheikh Fawzi, on a reçu des gens. C'est faux. Et moi, j'ai été dans toutes vos manifs en tant que journaliste. Ouais. Je le précise pas en tant que jeunes, il n'y avait pas des gens des banlieues. Non, et j'ai posé les questions à l'extérieur. Et la réponse, et c'est ce qui dit, nous, quand on a subi en 2015, 2005, j'y étais. Non, mais vous, nous n'avons pas trouvé un soutien social de l'injustice. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand d'autres crient à l'injustice, nous, on répond, on a donné. Le gouvernement et la communication. Oui, mais elle a bien travaillé. Oui, mais c'est important. Elle a bien travaillé parce qu'elle a opposé les gens. Elle a opposé les gens les uns contre les autres. Ils ont stigmatisé les banlieues et les gens qui y habitaient au détriment du citoyen, au détriment du bien commun. Au détriment du lien social. Si vous n'avez pas aidé les autres ne viennent pas vous aider. Mais non, mais ça c'est une petite partie de la population. Vous allez aujourd'hui dans les manifestations, vous allez voir qu'ils sont issus de tous les quartiers et c'est des pères de famille et c'est des mamans qui vivent avec leurs enfants, qui sont mariés et qui sauf que ils ont pas 25 ans, 26 ans. On les avait au début. Non, mais une répression, ils l'ont mangé déjà pendant des années dans les quartiers. Moi j'ai une question pour ils l'ont mangé dans la rue aussi. Maître Charles, une question pour Fawzi. J'aimerais dire aussi après. Oui, bien sûr, pas de problème, les gars. On sent qu'on n'est pas loin quand même du militantisme politique, c'est bien. Et aujourd'hui alors, la question, c'est une très très bonne chose. Mais aujourd'hui alors, qui c'est qui pourrait porter vos idées? Est-ce que j'ai une question pour voter aujourd'hui? On parlait de structuration, on parlait de désignation. Personne n'a été désigné. Étant donné que 2022, c'est dans un. Il faut avoir les jours. Il faut avoir les épaules. Il faut avoir les financements. Il faut avoir le réseau. Je suis désolé.
Je viens de banlieue, j'ai pas forcément le réseau. Et pourtant, j'ai côtoyé des élus, des préfets. Et pour qui allez-vous voter? C'est ça la question. Non, mais ça regarde que moi. C'est comme si je vous demandais si vous êtes vacciné, ça me regarde pas. Ah, mais moi, si vous c'est me une demandez liberté. pour qui je vais voter, mais non, ça, on le sait, toi. Mais c'est pas important. C'est pas sûr. Hein. Alors, ce n'est pas important de savoir ce que moi je veux faire. Bah si, c'est important. Non, c'est ce que on Est-ce que défend vous allez vous pour la retrouver- communauté, pour l'ensemble, pour les Vous êtes citoyens. un emblème des Gilets jaunes. Est-ce que vous allez Ce vous serait intéressant de retrouver savoir sur quelle ligne vous êtes. Voilà, est-ce que vous allez vous retrouver dans un candidat Sur la ligne humanisme. Non, mais Qui c'est qui l'apporte aujourd'hui? Est-ce Eh que ben, les citoyens, le simple citoyen. Non, mais le candidat qui l'apporte. Mais il y en a pas. Il y en a pas ok, vraiment. Vous allez voter blanc alors? Non, j'ai jamais voté blanc. Et parce qu'il compte pas. Engagez-vous. Le jour où il vote C'est ça, blanc, la croyez-moi. force du militantisme. Alors, est-ce que je... Croyez-moi, il aura toute la majorité. Vas-y. Emmanuel, question complémentaire. Oui, alors... C'est comme le loto, il y a le numéro complémentaire et la question complémentaire. Voilà. On a évoqué, avant que vous arriviez, un certain nombre de doléances qui n'avaient pas été prises en compte. Et je crois que vous aviez, d'une certaine façon, pris cette logique de cahier doléances, d'exprimer, ou en tout cas de revendiquer un certain nombre de choses que les politiques ne prenaient pas en compte. Ouais. L'élection présidentielle est le moment où tout ça doit remonter à la surface. On est toujours dans la rue. Hein. D'accord, mais... Oui, mais c'est mieux d'être dans les urnes. Vous avez omis. Non, mais j'ai compris, mais j'ai compris ce que vous voulez dire. Pas dans la rue. D'accord, les citoyens se sont exprimés. Voilà. Et ben, Emmanuel Macron, il a fait le grand débat. L'étape suivante, c'est quoi? Mais en suivant le débat d'Emmanuel Macron qui a cassé une partie. Fauzi, vous lui posez des questions, vous ne laissez pas terminer. Parce que ça va avec. Une partie des revendications de l'ensemble de la population de France qui ont pu s'exprimer, on ne connaît pas du tout le résultat de ce grand débat. En l'occurrence, les Gilets jaunes. C'était une mascarade, ce débat. Voilà, mais les Gilets jaunes, pendant ce temps-là, ont organisé le vrai débat. Oui. Vous regardez les résultats sur levraidébat.fr, où il y a 59 propositions, il y a eu 1 million de votes. 25 000 personnes y ont participé. 40 000 propositions. Dans ces 59 propositions, la première, c'est la fin des privilèges pour les élus et hauts fonctionnaires. La deuxième, c'est la baisse des taxes et des... Moi, j'ai une question. Mais 50... C'est quoi les privilèges des élus aujourd'hui? Il y a une liste incommensurable qui est pas pour le commun des mortels. Je vais vous dire, eux... Alors franchement, ça participe au système des tous pourris, quoi. C'est ça qui me gêne, moi. Oui, mais si c'est une réalité, on peut pas généraliser, on peut pas désolé. mettre tout le monde dans la même logique. Il y a des petits élus, il y a des grands élus. Déjà, est-ce que c'est normal? Alors pour prendre un exemple récent concernant les local, j'espère que je suis pas. Alors pour les élus, pour les députés et les sénateurs, est-ce que c'est attends, est-ce que les obsèques elles sont payées par les contribuables. J'espère que est-ce que c'est normal? En tout cas, pas pendant mon mandat. Je connais des gens là où j'habite qui peuvent pas enterrer leur famille parce qu'ils n'ont pas les moyens. Vous, tout est payé par les contribuables. Non. C'est scandaleux, je vous le dis, moi. Oui. David, je confirme. Pour tous les élus. Alors, en privilège, est-ce que c'est normal que leur famille, attends, il n'y a pas de moyens, la commune pour... Attendez, leur famille et leurs enfants, imaginez-vous, ils n'ont pas été élus, ceux-là. C'est pas des privilèges, ça? David, le fait, en fait, quand vous êtes député ou sénateur, vous n'êtes pas obligé de vous faire vacciner quand vous allez à l'Assemblée nationale. Tout ça, que la police non plus. Que ces parlementaires... T'es pas obligé de te faire vacciner quand tu viens dans ce studio de... Non, mais ils sont exempts d'être vaccinés. Et c'est pas un privilège, ça? Est-ce que c'est pas un privilège, ça, des parlementaires? C'est un privilège ou pas? Non, parce qu'il y a des endroits qui sont réglementairement définis comme nécessitant la vaccination. Il y en a d'autres qui sont pas. Pas sur la vaccination. Il est trop salé. 3 minutes, il reste. Je vous ai donné un exemple, les obsèques. Rien que les obsèques, ça ne suffit pas. J'aimerais juste qu'on réponde à ma question. Et je pense que Christophe, je vais redire la question de Christophe. Christophe a dit qu'il y a à peu près 23-24% de la population française qui a un sentiment positif sur Emmanuel Macron. Je ne sais pas combien vous avez eu de militants ou combien vous avez... Les sondages, on peut s'arranger avec les sondages. Mais en fait, c'est la réponse que tu n'as pas aimée, je crois. Non, on a répondu. Non, moi, j'ai pas à aimer une question. On a répondu à la question. Non. Parce que la réponse qui t'a pas les gilets jaunes, à un moment ou à un autre, vont participer au vote. Exactement. Oui ou non? Oui. Donc, comment se fait-il que ces gilets jaunes, qui n'ont pas obtenu ce pourquoi ils se sont mobilisés, vont voter pour des gens qui ne les représentent pas ou qui n'ont pas obtenu... Déjà, je pense que la majorité des gilets jaunes
soit vont s'abstenir, ou soit peut-être vont voter Mélenchon, voilà quand même dans son programme. Voilà l'info. Qui a dans son programme quand même. Donc c'est Mélenchon qui serait le plus proche. Voilà, qui serait le plus proche des revendications. Mais la plupart vont s'abstenir. Donc vous n'êtes pas d'accord? Non, moi je suis pas d'accord sur ça. Voilà. Donc là, nous avons sur France Maghreb 2, cher Christophe, le résumé des débats des Gilets jaunes. Non mais pourquoi il n'est pas d'accord? Non mais parce que ça dépend de la question, comment elle est posée. Je suis désolé. Aujourd'hui, on n'a pas désigné notre propre candidat parce qu'on ne s'est pas structuré, parce qu'on n'a pas les épaules. Je l'ai expliqué tout ça. Oui, d'accord. Voilà. On a compris. Aujourd'hui, en manifestant, la première des légitimités, c'était de nous entendre. On a des revendications et on a fait des propositions. Personne ne vous entend. Qu'est-ce qu'on fait? Personne ne vous entend. Qu'est-ce qu'on fait? Pourtant, tous les jours dans les médias, on parle de nous, on nous fait dire ce qu'on a envie et sachez que chaque candidat, beaucoup, ont repris des revendications des Gilets jaunes. Peut-être à parcimonie, à droite, à gauche, chacun a fait un petit peu sa sauce. Aujourd'hui, mon regret, Non mais c'est un mouvement politique dans la mesure où on défend nos droits. C'est au-delà de ça. En 30 secondes, nous avons deux personnes qui viennent dans cette radio où la liberté d'expression est permise. La preuve, tous les deux se revendiquent plus ou moins, si j'ai bien compris, Gilets jaunes. Et à deux déjà, nous n'avons pas la même réponse parce que David nous dit que probablement ça serait Mélenchon et Fauzi dit non. C'est toujours pareil. Non mais attends, tu m'as cité donc je crois que le problème c'est les réponses, et les réponses plaisent pas, où on essaye en fait de transformer la réponse. La réponse que j'ai donnée en fait, c'est que j'ai dit la majorité vont sans doute s'abstenir, mais en tout cas si certains vont voter, je pense, après je ne suis pas porte-parole des Gilets jaunes, chacun vote en conscience. Et dans les 5 secondes, faut vous dire non. Ah, mais tu me laisses finir. Ok, merci. Et j'ai dit que s'il y a des Gilets jaunes qui aillent voter, je pense que ça sera plutôt Mélenchon, parce que le programme se rapproche plus des revendications. On est d'accord. Se rapproche plus des revendications. Mais je suis d'accord avec Fauzi. Dans un instant, il a dit qu'ils allaient s'abstenir. Et Fauzi, il dit non. Dans un instant, moi je vous dis non. Dans un instant, on parle de cette manif demain, parce que c'est important. C'est un peu là que vous êtes là pour ça aujourd'hui. À tout de suite. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Bienvenue dans le Grand Forum présenté par Christophe Fro.